Bonsoir, nous voici arrivés à la dernière leçon des 5 leçons de psychanalyse de Sigmund Freud. Petit bilan des leçons précédentes. Nous avons vu que les hommes tombent malades quand, par suite d'obstacles extérieurs ou d'une adaptation insuffisante, la satisfaction de leurs besoins érotiques leur est refusée dans la réalité. Nous voyons alors qu'ils se réfugient dans la maladie, afin de pouvoir, grâce à elle, obtenir les plaisirs que la vie leur refuse. Nous avons aussi constaté que les symptômes morbides sont une part de l'activité amoureuse de l'individu, ou même sa vie amoureuse tout entière quelquefois. Et s'éloigner de la réalité, c'est la tendance capitale, mais aussi le risque capital de la maladie. Ajoutons à cela que la résistance de nos malades à se guérir ne relève pas d'une cause simple, évidente, mais de plusieurs motifs. Ce n'est pas seulement le moi du malade qui se refuse à abandonner des refoulements qui l'aident à se soustraire à ses dispositions originelles, mais les instincts sexuels eux-mêmes ne tiennent pas du tout à renoncer à la satisfaction que leur procure le substitut fabriqué par la maladie, et surtout tant qu'ils ignorent si la réalité leur fournira quelque chose de meilleur. La fuite hors de la réalité, pénible, ne va jamais sans provoquer un certain bien-être, même lorsqu'elle aboutit à cet état que nous appelons maladie. Elle s'accomplit par voie de régression, en évoquant des phases périmées de la vie sexuelle, qui étaient l'occasion pour l'individu de certaines jouissances. La régression a deux aspects. D'une part, elle reporte l'individu dans le passé en ressuscitant des périodes antérieures de sa libido, de son besoin érotique, et d'autre part, elle suscite des expressions qui sont propres à ces périodes primitives. Mais ces deux aspects se ramènent à une formule unique qui est retour à l'enfance et rétablissement d'une étape infantile de la vie sexuelle. Plus on approfondit la pathogénèse des névroses, et plus on aperçoit les relations qui les unissent aux autres phénomènes de la vie psychique de l'homme, même à ceux auxquels nous attachons le plus de valeur. Et nous voyons combien la réalité nous satisfait peu, malgré nos prétentions. Aussi, sous la pression de nos refoulements intérieurs, entretenons-nous au-dedans de nous toute une vie de fantaisie qui, en réalisant nos désirs, compense les insuffisances de l'existence véritable. L'homme énergique, et qui réussit, c'est celui qui parvient à transmuer en réalité les fantaisies du désir. Quand cette transmutation échoue, eh bien l'individu se détourne du réel, il se retire dans l'univers plus heureux de son rêve, et en cas de maladie, il en transforme le contenu en symptômes. Dans certaines conditions favorables, il peut encore trouver un autre moyen de passer de ses fantaisies à la réalité. Par exemple, s'il possède le don artistique, il peut, au lieu de symptômes, transformer ses rêves en créations esthétiques. Et de cette façon, il échappe au destin de la névrose et il trouve par ce détour un rapport avec la réalité. Quand cette faculté manque, ou quand elle se trouve insuffisante, il devient inévitable que la libido parvienne par régression à la réapparition de désirs infantiles et donc à la névrose. C'est dans cette cinquième et dernière leçon que Freud aborde le sujet du transfert. Chaque fois que nous traitons analytiquement un névrosé, écrit-il, ce dernier subit l'étonnant phénomène que nous appelons transfert. Ça signifie qu'il déverse sur le médecin un
trop plein d'excitations affectueuses, souvent mêlées d'hostilité, qui n'ont leur source ou leur raison d'être dans aucune expérience réelle. La façon dont elles apparaissent et leur particularité montrent qu'elles dérivent d'anciens désirs du malade, désirs devenus inconscients. Ce fragment de vie affective qu'il ne peut plus rappeler dans son souvenir, le malade le revit aussi dans ses relations avec le médecin. Et ce n'est qu'après une telle reviviscence par le transfert qu'il est convaincu de l'existence et de la force de ces mouvements sexuels inconscients. Pourtant, il ne faudrait pas croire que le phénomène du transfert soit créé par l'influence psychanalytique. Le transfert s'établit spontanément dans toutes les relations humaines, aussi bien dans le rapport de malade à médecin. Il transmet partout l'influence thérapeutique et il agit avec d'autant plus de force qu'on se doute moins de son existence. La psychanalyse donc ne le crée pas, elle ne fait que le dévoiler, elle l'isole comme on isole un corps chimique, elle s'en empare pour orienter le malade vers le but souhaité. Enfin, en conclusion de cette 5e leçon, Freud évoque le destin des désirs inconscients qui sont libérés par la psychanalyse. Que deviennent-ils? Par quels moyens peut-on les rendre inoffensifs? Nous en connaissons 3, précise-t-il. Le plus souvent, ces désirs sont simplement supprimés par la réflexion au cours du traitement. Le refoulement est remplacé par une sorte de critique ou de condamnation. Cette critique est d'autant plus aisée qu'elle porte sur les produits d'une partie infantile du moi. Auparavant, l'individu faible, incomplètement développé, incapable de lutter efficacement contre un penchant impossible à satisfaire, n'avait pu que refouler ses désirs. Aujourd'hui, en pleine maturité, il est capable de les maîtriser. Le deuxième moyen par lequel la psychanalyse ouvre une issue aux instincts qu'elle découvre consiste à les ramener à la fonction normale qui eût été la leur si le développement de l'individu n'avait pas été perturbé. En effet, comme l'écrit Freud, il n'est nullement dans l'intérêt de celui-ci d'extirper les désirs infantiles. La névrose, par ses refoulements, l'a privé de nombreuses sources d'énergie psychique qui eussent été fort utiles à la formation de son caractère et au déploiement de son activité. Enfin, 3e issue, par où les désirs infantiles peuvent manifester toutes leurs énergies et substituer au penchant irréalisable de l'individu un but supérieur, situé parfois complètement en dehors de la sexualité, c'est la sublimation. Les tendances qui composent l'instinct sexuel se caractérisent précisément par cette aptitude à la sublimation. À leur fin sexuelle va se substituer un objectif plus élevé et de plus grande valeur sociale. C'est à l'enrichissement psychique résultant de ce processus de sublimation que sont dues les plus nobles acquisitions de l'esprit humain. Sublimation que Freud s'empresse toutefois de tempérer. Il est légitime, écrit-il, qu'un certain nombre des tendances libidinales refoulées soient directement satisfaites et que cette satisfaction soit obtenue par les moyens ordinaires. Notre civilisation, précise-t-il encore, rend en réalité la vie trop difficile à la plupart des individus et par l'effroi de cette réalité provoque des névroses sans qu'elle ait rien à gagner à cet excès de refoulement sexuel. Ne négligeons pas tout à fait ce qu'il y a d'animal dans notre nature. Notre idéal de civilisation n'exige pas qu'on renonce à la satisfaction de l'individu. Sans doute, il est tentant de transfigurer les éléments de la sexualité par le moyen d'une
sublimation qui serait toujours plus étendue pour le plus grand bien de la société. Mais de même que dans une machine, on ne peut transformer en travail mécanique, utilisable, la totalité de la chaleur dépensée, et bien de même, on ne peut espérer transmuer intégralement l'énergie provenant de l'instinct sexuel. C'est impossible, précise Freud. Et en privant l'instinct sexuel de son aliment naturel, eh bien, on provoque des conséquences fâcheuses. Pour forcer le trait sur le sujet, Freud rappelle alors l'histoire du cheval de Schilda. Les habitants de cette petite ville possédaient un cheval dont la force faisait l'admiration de tous. Malheureusement, l'entretien de la bête coûtait fort cher. On résolut donc, pour l'habituer à se passer de nourriture, de diminuer chaque jour d'1 grain sa ration d'avoine. Et ainsi fut fait. Mais lorsque le dernier grain fut supprimé, le cheval était mort. Et les gens de Schilda ne surent jamais pourquoi. Quant à moi, conclut Freud, j'incline à croire qu'il est tout simplement mort de faim, et qu'aucune bête n'est capable de travailler si on ne lui fournit pas sa ration d'avoine. C'est par cette histoire que Freud conclut la 5e et dernière leçon de psychanalyse. À bientôt.